Rappelez-vous que la paroi du cœur est composée de 3 couches, l'épicarde étant la couche la plus externe, puis le myocarde et l'endocarde, qui est la couche qui s'enflamme. L'inflammation peut affecter les valves cardiaques, l'endocarde mural ou même les valves prothétiques. Les cas les plus courants d'endocardite sont dus à une infection microbienne, appelée endocardite infectieuse, mais dans certains cas, l'endocardite peut également être non infectieuse. Maintenant, l'endocardite infectieuse se produit lorsque des agents pathogènes trouvent leur chemin vers l'endocarde, généralement à partir des valves cardiaques. Chaque jour, il y a des possibilités pour les agents pathogènes comme les bactéries et les champignons d'entrer dans la circulation sanguine, mais ce n'est pas un problème car ils sont généralement peu nombreux et peuvent facilement être éliminés par notre système immunitaire. Cependant, parfois, une plus grande quantité de microbes peut pénétrer dans la circulation sanguine, comme si une personne a une plaie ouverte évidente ou un abcès, lors d'une intervention dentaire ou chirurgicale, ou l'utilisation d'aiguilles infectées. Ces microbes peuvent flotter dans le sang assez longtemps pour atteindre le cœur. Un site particulier qui est sujet aux infections est la valve cardiaque qui est fournie par de minuscules vaisseaux sanguins. Maintenant, le plus souvent, les valves du côté gauche sont affectées, la plus courante étant la valve mitrale et la valve aortique. Cela est parfois dû à des conditions prédisposantes, la plus courante dans les pays à revenus élevés et intermédiaires étant le prolapsus valvulaire mitral, moins souvent, les valves aortiques bicuspides. Ainsi, sur ces valves, des colonies bactériennes, des caillots et de la fibrine peuvent également former des végétations. Ils sont généralement présents sur la valve mitrale ou aortique, mais ce qui est spécial ici, c'est qu'ils peuvent se présenter sur l'une ou l'autre surface de la valve, bien que le plus souvent, sur la surface inférieure. Passons maintenant en revue les microbes qui peuvent causer l'endocardite. Viridans streptococci, en particulier Streptococcus sanguini, est la cause la plus fréquente. Ils ont une faible virulence, se trouvent dans la bouche et n'affectent généralement que les valves qui ont déjà subi des dommages, alors pensez aux patients plus âgés ou à ceux qui ont des antécédents de maladies valvulaires cardiaques après une procédure dentaire. C'est parce que S. sanguini utilise des molécules spéciales à sa surface, appelées dextrans, qui se lient aux agrégats fibrines plaquettes sur les valves cardiaques endommagées. Il en résulte généralement de petites végétations qui ne détruisent pas la vanne. Staphylococcus aureus, d'autre part, est une bactérie très virulente qui peut être trouvée sur la peau, et il peut infecter les valves endommagées. Ils sont souvent introduits par des procédures chirurgicales, des plaies ou l'utilisation de médicaments par voie intraveineuse, et affectent souvent la valve tricuspide. S. aureus provoquent de grandes végétations qui peuvent détruire les valves. Ensuite, nous avons Staphylococcus epidermidis. Un fait à haut rendement est que cette bactérie aime les prothétiques étrangers, comme les valves cardiaques prothétiques et cela pourrait être votre meilleur indice sur un test. Cette bactérie est généralement introduite dans le corps au moment de la chirurgie de la valve cardiaque et elle crée littéralement une matrice extracellulaire autour d'elle-même appelée biofilm qui lui permet de rester sur la valve. Un autre point d'entrée commun dans le corps est par un cathéter intraveineux infecté. Enterococcus fait partie de la flore urogénitale normale. Mais après un cathétérisme génito-urinaire ou une intervention chirurgicale, il peut s'échapper dans la circulation sanguine et provoquer une endocardite entérococcique sur des valves endommagées ou saines. Une autre espèce bactérienne est Streptococcus galolyticus, anciennement connue sous le nom de Streptococcus bovi qui se trouve normalement dans la flore intestinale. Mais, lorsqu'il y a des saignements colorectaux, comme avec le cancer colorectal, ces bactéries intestinales peuvent migrer à travers la muqueuse intestinale et dans la circulation sanguine, ce qui peut se transformer en endocardite. Un fait à haut rendement à retenir est qu'en cas d'endocardite AS galolyticus, nous devons faire une coloscopie pour rechercher un cancer colorectal. Une bactérie encore plus inhabituelle est Coxiella burnetii que les patients contractent généralement après une exposition à des animaux infectés comme les vaches, les moutons et les chèvres. La bactérie provoque initialement une maladie appelée fièvre Q, mais l'infection pourrait être asymptomatique. Ce qui rend cela difficile à diagnostiquer, c'est que l'endocardite peut se développer des mois ou parfois des années après l'infection initiale, mais c'est généralement chez les personnes à haut risque, comme celles qui sont immunodéprimées, les personnes enceintes et celles qui ont une anomalie valvulaire cardiaque préexistante, ce qui rend difficile le diagnostic à moins qu'il n'y ait une raison de le soupçonner. Les valves les plus fréquemment touchées sont les valves mitrales et aortiques.
Ensuite, un groupe d'organismes associés à l'endocardite sont les organismes à sec, qui sont des bactéries à Gram négatif qui font également partie de la flore normale de la bouche et de la gorge. Chaque lettre de A sec représente un genre différent, Rhimaphilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Echinella et Kingella. Nous les soupçonnons comme une cause majeure d'endocardite infectieuse, mais des recherches récentes ont montré qu'ils ne sont responsables que d'un très petit nombre de cas. Enfin, dans de très rares occasions, l'endocardite infectieuse peut être causée par des espèces de Pseudomonas ou de Bartonella, qui sont toutes deux des bactéries à Gram négatif, ou par des champignons comme Candida. Pseudomonas et l'endocardite à Candida sont généralement associés à l'utilisation de médicaments par voie intraveineuse, auquel cas la valve tricuspide est le plus souvent impliquée, tandis que Bartonella peut être transmise par les chats. D'accord, maintenant, d'un point de vue clinique, l'endocardite infectieuse peut être classée en groupes comme aiguë et subaiguë en fonction de la rapidité avec laquelle l'infection s'est développée. Avec l'endocardite aiguë, l'infection se développe rapidement et elle est le plus souvent causée par Staphylococcus aureus, tandis qu'avec l'endocardite subaiguë, l'infection a une apparition progressive et elle est le plus souvent causée par des streptocoques viridans. Maintenant, les personnes atteintes d'endocardite infectieuse ont presque toujours de la fièvre, ainsi qu'un nouveau souffle cardiaque, qui résulte d'un flux sanguin turbulent au-delà d'une valve cardiaque endommagée. Parfois, ces végétations peuvent se détacher de la valve pour flotter dans la circulation sanguine, ce qu'on appelle les embolies septiques. Rappelez-vous qu'une embolie septique du côté gauche du cœur peut se loger dans la circulation artérielle du cerveau, provoquant un accident vasculaire cérébral ischémique, tandis que celles du côté droit peuvent se loger dans la circulation pulmonaire sous forme d'embole pulmonaire. Plus rarement, il peut y avoir une embole paradoxale qui se déloge du côté droit, puis glisse à travers un défaut septal auriculaire ou un foramen ovale patent. Il pénètre dans l'oreillette gauche, et de là, il peut se diriger vers les vaisseaux sanguins alimentant le cerveau, provoquant un accident vasculaire cérébral ischémique. Maintenant, quelques signes à très haut rendement. Les embolies septiques peuvent également se coincer sous les ongles, provoquant des hémorragies éclatées, ou dans les paumes et la plante des pieds, provoquant de petites lésions indolores, plates et érythémateuses, appelées lésions de Janeway. Les agents pathogènes peuvent également déclencher une réaction immunitaire où les complexes antigènes-anticorps qui se forment peuvent se déposer dans différentes parties du corps. Dans les doigts et les orteils, ces complexes peuvent entraîner des lésions douloureuses, rouges et surélevées appelées nudes d'Osler. Dans l'œil, ces dépôts peuvent entraîner des taches rotes. Pour vos examens, rappelez-vous que parfois, ces dépôts peuvent atteindre le rein, conduisant à une glomérulonéphrite, auquel cas l'individu peut présenter une oligurie et des taux sériques élevés de bune et de créatinine. Le diagnostic de l'endocardite infectieuse est basé sur les critères du DUC, qui prennent en compte la présentation clinique, les hémocultures pour les données microbiologiques et l'échocardiographies. Pour vos examens, rappelez-vous que trouver la cause implique généralement d'obtenir plusieurs hémocultures. Ensuite, rappelez-vous que si les hémocultures sont négatives, le coupable peut être l'un des suivants: Coxiella burnetii, Bartonella, une bactérie du groupe A sec ou des champignons comme Candida. L'échocardiographie peut également être utilisée pour visualiser le cœur et rechercher des végétations ou des indices plus subtils comme un mouvement anormal des valves. Il est également important de prévenir l'endocardite infectieuse, en particulier chez les groupes à haut risque, tels que les personnes ayant des valves cardiaques prothétiques ou des antécédents d'endocardite. Avant les procédures dentaires, il est parfois recommandé à ces personnes des antibiotiques, en particulier l'amoxicilline. Rappelez-vous, certains de ces microbes qui causent l'endocardite vivent dans la bouche.